L'émetteur, le podcast. Il y a quelque chose qui vous suit, une ombre invisible qui s'accroche à vous. Parfois, elle se manifeste en un frisson au creux de l'estomac, une accélération du cœur sans raison apparente, une sensation d'oppression qui surgit au moment où vous devriez vous sentir bien. Vous l'ignorez, vous l'étouffez, vous cherchez à l'expliquer rationnellement, mais elle revient. L'anxiété. On vous a dit que c'était un problème, un déséquilibre chimique, un mal du siècle à traiter par des techniques, des exercices, des médicaments. Mais posez-vous cette question, et si votre anxiété n'était pas une erreur, mais un message? Carl Jung disait que l'homme moderne ne voit pas Dieu parce qu'il ne le cherche pas en lui-même. Mais peut-être que l'homme moderne ne se voit pas lui-même parce qu'il fuit l'ombre qui l'accompagne. Imaginez un instant que votre anxiété soit la manifestation d'un conflit plus profond. Pas une simple réaction au stress, mais le cri d'une part de vous-même que vous avez étouffé. Une voix qui tente de se faire entendre à travers cette oppression que vous ressentez. Quand Jung parle de la névrose, il ne la voit pas comme une maladie à guérir, mais comme une opportunité. Il affirme que ceux qui souffrent de troubles anxieux ne sont pas simplement victimes de leur biologie, mais qu'ils sont en guerre avec eux-mêmes. Que leur esprit, tiraillé entre ce qu'ils veulent être et ce qu'ils croient devoir être, se déchire, incapable de réconcilier ces deux parties. Pensez à ce moment où vous avez renoncé à un rêve parce qu'il semblait irréaliste, ou à cette fois où vous avez dit oui, alors que tout en vous criait non. Ces fragments de vous, refoulés, enterrés sous des couches d'obligation et de peur, ils ne disparaissent pas. Ils restent là et se manifestent sous forme d'angoisse. Alors, si l'anxiété n'était pas l'ennemi, mais un guide, si elle était le signe que quelque chose en vous demande à être reconnu, réintégré. Dans cet épisode, nous allons explorer ensemble les racines profondes de l'anxiété selon Carl Jung. Nous allons voir pourquoi elle apparaît, ce qu'elle essaie de vous dire, et surtout, comment la comprendre pour enfin retrouver un véritable équilibre intérieur. Parce que fuir son anxiété, c'est fuir une part de soi. Et vous le savez, on ne peut pas fuir indéfiniment. Bienvenue dans cette exploration. L'anxiété est souvent perçue comme un problème à éradiquer, un bug dans le système qu'il faudrait corriger. Mais cette vision est réductrice. L'anxiété n'est pas une erreur. C'est une alerte. Un message que votre inconscient essaye désespérément de vous transmettre. Carl Jung ne voyait pas l'anxiété comme une simple réaction chimique ou un trouble à pathologiser. Pour lui, elle était le symptôme d'un déséquilibre intérieur. Le signe que quelque chose en vous est en train de se fissurer. Imaginez un instant que votre esprit soit une maison. Pendant des années, vous y avez stocké des souvenirs, des désirs, des regrets. Mais au lieu d'organiser tout cela, vous avez jeté certaines choses dans la cave, bien enfermées à double tour. Des vérités que vous refusez d'admettre, des émotions que vous réprimez, des choix que vous n'osez pas faire. Mais voilà le problème. La cave n'est pas insonorisée. Plus vous y entassez des choses, plus la pression monte et à un moment l'air devient irrespirable. Vous commencez à entendre des bruits étranges dans les murs, sentir une présence que vous ne comprenez pas. C'est ça l'anxiété. Ce n'est pas un dysfonctionnement, c'est la voix étouffée de tout ce que vous avez refoulé qui tente de se faire entendre. Carl Jung parlait souvent de l'inconscient personnel et collectif. L'inconscient personnel, c'est ce que vous avez vécu, ce que vous avez enfoui. Le collectif, c'est ce que l'humanité tout entière porte en elle. Ses peurs ancestrales, ses instincts primaires. Mais dans les deux cas, l'anxiété naît du même processus. Un conflit entre ce que vous ressentez profondément et ce que votre esprit conscient veut imposer.
vous découvrirez quelque chose d'essentiel. Ce n'est pas elle qui vous emprisonne. C'est ce que vous refusez de voir en vous-même. Alors, êtes-vous prêt à écouter ce que votre inconscient tente de vous dire? Le conflit entre le moi et l'ombre. L'anxiété n'est pas seulement un signal d'alerte. Parfois, elle est une lutte. Un bras de fer silencieux entre deux forces qui coexistent en nous. Le moi, cette image idéalisée que nous avons de nous-mêmes, et l'ombre, cette partie cachée que nous refusons de voir. Carl Jung a été l'un des premiers à mettre en lumière ce concept. L'ombre, disait-il, contient tout ce que nous avons rejeté au fil du temps. Nos désirs inavouables, nos pulsions réprimées, nos instincts que la société juge inacceptables. Mais refuser de les voir ne les fait pas disparaître. Au contraire, plus nous les rejetons, plus elles prennent le contrôle de notre inconscient. Imaginez que vous soyez un acteur qui joue un rôle depuis des années. Celui d'une personne calme, rationnelle, toujours en maîtrise. Vous évitez les conflits, vous choisissez toujours le compromis. Vous faites tout pour ne jamais montrer d'agressivité. Mais un jour, quelque chose se brise. Un détail insignifiant vous fait exploser de rage. Une colère soudaine, démesurée. Vous-même, vous ne comprenez pas pourquoi cette réaction est aussi violente. En réalité, cette colère était là depuis longtemps. Refoulée, réprimée, et à force de l'ignorer, elle a fini par éclater sous une forme incontrôlable. C'est ainsi que fonctionne l'ombre. Ce que nous refoulons revient toujours. Parfois sous forme d'anxiété, parfois sous forme de pulsions qui nous échappent. Jung disait, « L'ombre est cette part de nous-mêmes que nous ne voulons pas être. » Mais vouloir l'ignorer, c'est lui donner encore plus de pouvoir. L'ombre, ce reflet que nous refusons de voir. Quand j'étais adolescent, j'avais un ami qui incarnait l'image parfaite du gentil garçon. Toujours poli, toujours serviable. Il évitait les disputes, fuyait les conflits, était apprécié de tout le monde. Mais il y avait quelque chose d'étrange chez lui. Une nervosité constante, comme s'il portait un poids invisible. Puis un jour, il a craqué. Dans une soirée, sans raison apparente, il s'est mis à insulter violemment quelqu'un, à casser un verre. C'était comme si une autre personne avait pris le contrôle. Ce soir-là, son ombre a surgi. Des années à refouler sa colère, sa frustration, à faire semblant d'être toujours parfait. Et d'un coup, tout a éclaté. Nous portons tous une ombre en nous. Certains la contiennent mieux que d'autres, mais personne n'y échappe. Prenez quelqu'un qui méprise ceux qui recherchent le pouvoir. Il se voit comme une personne humble, désintéressée. Mais s'il creuse un peu, il découvrira peut-être qu'au fond de lui, il envie secrètement ceux qui osent imposer leur volonté. Qu'il aimerait, lui aussi, avoir cette audace. Mais qu'il s'en empêche par peur du regard des autres. Ou encore, quelqu'un qui critique toujours les autres pour leur arrogance. Parfois, ce qu'il rejette, ce n'est pas tant l'orgueil des autres, mais sa propre ambition qu'il n'ose pas assumer. Jung expliquait que ce qui nous agace le plus chez les autres est souvent le reflet de ce que nous refusons de voir en nous-mêmes. Et cette lutte intérieure est une des sources majeures de l'anxiété. L'ombre qui se manifeste à notre insu. Certains refoulent leur agressivité, mais finissent par avoir des accès de violence incontrôlés. D'autres refusent d'admettre leur envie de reconnaissance et tombent dans la jalousie maladive. D'autres encore veulent paraître forts en toutes circonstances et finissent écrasés par le poids de leurs propres attentes. Et l'anxiété en tout ça. Elle est le signal de ce conflit. Plus nous luttons contre notre ombre, plus elle nous tourmente. Jung disait que l'intégration de l'ombre est un passage essentiel vers l'équilibre psychologique. Cela ne signifie pas qu'il faut céder à ses instincts les plus sombres, mais qu'il faut les reconnaître. Accepter qu'ils existent. Un exemple frappant est celui de Friedrich Nietzsche. Philosophe de la volonté de puissance, Nietzsche parlait de l'importance d'embrasser pleinement ce que nous sommes, sans hypocrisie. Il critiquait les moralistes qui prêchaient la vertu tout en étant rongés par des pulsions qu'il refusait d'admettre. Selon lui, l'homme qui refuse de voir son ombre devient son esclave. Il passe sa vie à fuir des désirs inavoués, à nier ce qu'il est vraiment, et finit par se consumer intérieurement. Jung aurait été d'accord, parce qu'au fond, le vrai danger, ce n'est pas l'ombre elle-même. Le vrai danger, c'est de la laisser gouverner notre vie, sans même s'en rendre compte. Alors, demandez-vous,
Qu'est-ce que vous fuyez en vous-même? Quelle part de vous refusez-vous d'admettre? Parce que tant que vous ne ferez pas face à cette ombre, elle trouvera toujours un moyen de vous rattraper. La société moderne, une fabrique à anxiété. L'anxiété n'est pas seulement une affaire personnelle. Elle n'est pas uniquement le fruit de nos conflits internes ou de nos traumatismes passés. Non, l'anxiété est aussi un produit de notre époque, une conséquence directe de la société dans laquelle nous évoluons. Imaginez une scène. Vous êtes dans une pièce remplie de monde. Tout le monde parle fort, échange des rires, des regards, des opinions tranchées. Vous essayez de capter une conversation, mais une autre voix vient couvrir la première. Puis une autre, et encore une autre. Tout se mélange. Vous sentez votre cœur s'accélérer, vous avez du mal à vous concentrer. Une impression étrange vous envahit, celle de perdre pied, de ne plus savoir qui vous êtes, ce que vous pensez réellement. Cette pièce, c'est le monde moderne, un chaos d'opinions, d'injonctions et d'images qui s'entrechoquent. Aujourd'hui, tout va vite, trop vite. Il faut réussir, être productif, être heureux, être unique, mais aussi parfaitement intégré. On nous bombarde de messages contradictoires. Sois toi-même, mais fais attention à ce que pensent les autres. Accepte-toi comme tu es, mais améliore-toi sans cesse. Comment, dans ce tourbillon incessant, ne pas ressentir d'anxiété? Un conditionnement invisible. Depuis notre plus jeune âge, on nous façonne. Nous grandissons avec l'idée que notre valeur dépend du regard des autres. Un bon élève est félicité. Un enfant trop turbulent est recadré. Très vite, nous apprenons que certains comportements sont acceptables et d'autres non. Alors nous adaptons notre personnalité. Nous refoulons nos désirs, nos doutes, nos aspirations profondes pour entrer dans le moule. Mais cette adaptation a un prix. Carl Jung disait « L'individu devient névrosé lorsqu'il s'efforce d'incarner un rôle plutôt que d'être lui-même. » Et c'est précisément ce que la société moderne nous pousse à faire. Nous ne vivons plus pour nous. Nous vivons pour correspondre. Correspondre à une image, à des attentes, à un modèle de réussite imposé. Et ce modèle est implacable. Vous devez être performant, mais pas stressé. Ambitieux, mais pas arrogant. Sociable, mais indépendant. Authentique, mais conforme. Cette pression constante génère un mal-être diffus, une sensation de décalage entre ce que nous sommes et ce que nous devrions être. Et ce mal-être, nous l'appelons anxiété. L'impact des réseaux sociaux. Une prison invisible. Si Jung revenait aujourd'hui, il serait frappé par une chose, la place des réseaux sociaux dans nos vies. Jamais l'être humain n'a été autant exposé au regard des autres. Chaque jour, nous nous comparons à des milliers de personnes. Nous voyons des gens réussir plus vite que nous, voyager plus loin, avoir des relations plus épanouissantes, être plus beaux, plus riches, plus influents. Et inconsciemment, nous nous jugeons. Jung parlait du faux moi, cette identité
Alors à vous de choisir, voulez-vous continuer à jouer un rôle ou voulez-vous enfin reprendre le contrôle de votre propre existence? 4. L'individuation, le chemin vers la guérison. Imaginez un voyage. Pas un voyage à travers le monde, ni même à travers une époque, mais un voyage à l'intérieur de vous-même. Un chemin sinueux, parfois sombre, parfois lumineux, où chaque pas vous rapproche un peu plus de la personne que vous êtes réellement. C'est ce que Carl Jung appelait l'individuation. Un processus long, exigeant, souvent douloureux. Mais le seul qui puisse véritablement libérer un individu de ses angoisses profondes. Car l'anxiété, contrairement à ce que nous croyons, n'est pas un ennemi à abattre. C'est un message, une boussole intérieure qui nous signale un déséquilibre, une partie de nous que nous avons ignorée trop longtemps. La plupart des gens fuient leur anxiété. Ils l'aneस्थésient par le divertissement, la surconsommation, les addictions ou la quête incessante de validation extérieure. Mais plus on la fuit, plus elle revient. Jung nous invite à faire l'inverse. Affronter l'anxiété, dialoguer avec elle, comprendre ce qu'elle essaie de nous dire. L'individuation, réunifier ce qui est fragmenté. Nous ne sommes pas un bloc monolithique. Nous sommes une mosaïque d'identités, de désirs contradictoires, de blessures enfouies et de rêves avortés. Certaines parties de nous ont été refoulées très tôt, peut-être parce qu'on nous a appris qu'elles étaient mauvaises, inacceptables, dangereuses. L'enfant spontané et créatif que vous étiez a peut-être été étouffé par des injonctions à être sérieux et responsable. Votre colère, votre révolte ont été enterrées parce qu'on vous a dit qu'il fallait être docile et bienveillant. Vos aspirations profondes ont été sacrifiées sur l'autel du conformisme. Mais ces parties ne disparaissent pas. Elles restent tapies dans l'ombre de notre psyché. Et c'est elles qui, souvent, se manifestent sous forme d'anxiété. L'individuation, selon Jung, consiste à réintégrer ces parties de nous-mêmes. Non pas les combattre, mais leur donner une place. Accepter que nous ne sommes pas seulement ce que nous voudrions être, mais aussi ce que nous avons tenté de nier. C'est un travail difficile, parce qu'il implique de plonger dans ce qui nous fait peur. Mais c'est aussi le seul moyen d'accéder à un véritable libre psychologique. Faire face, plutôt que fuir. Technique pour transformer l'anxiété. Alors comment entreprendre ce voyage intérieur? Comment cesser de voir l'anxiété comme une malédiction et commencer à l'utiliser comme un outil de transformation? Voici quelques pistes inspirées de Jung. 1. L'introspection active. Prenez un moment chaque jour pour vous interroger sur vos émotions. D'où vient cette anxiété? Quelle partie de moi essaie de parler? Tenez un journal, écrivez vos pensées sans filtre. Souvent, la simple mise en mots permet de donner du sens à ce qui semble flou. 2. Les rêves, une porte vers l'inconscient. Jung accordait une importance capitale aux rêves. Il les voyait comme des messages codés de l'inconscient, des clés permettant de comprendre ce qui se joue en nous. Commencez à noter vos rêves. Observez les motifs récurrents. Peut-être qu'ils vous révéleront des parties oubliées de vous-même. 3. L'acceptation de l'ombre. Plutôt que de juger vos émotions négatives, accueillez-les. La colère, la peur, la jalousie, elles ont toutes une raison d'être. Posez-vous cette question. Si cette émotion avait une voix, qu'essaierait-elle de me dire? 4. L'expression créative. L'écriture, la peinture, la musique, le sport, peu importe la forme, l'expression de soi permet de canaliser l'énergie de l'inconscient. Beaucoup d'artistes ont transcendé leur anxiété par la création. Van Gogh, Kafka, Virginia Woolf. Tous ont utilisé leur tourment pour donner naissance à des œuvres puissantes. 5. Le lâcher-prise et l'alignement avec soi-même. Parfois, l'anxiété naît simplement d'un écart trop grand entre la vie que nous menons et celle que nous désirons réellement. Demandez-vous, si je m'écoutais vraiment, que changerais-je dans ma vie? Parfois, la réponse est inconfortable, mais nécessaire. Ceux qui ont transformé leur anxiété en force. L'histoire est remplie d'exemples d'individus qui ont traversé des crises profondes et en sont ressortis métamorphosés. Prenons Carl Jung lui-même. Dans les années 1913-1916, il traverse ce qu'il appelle sa confrontation avec l'inconscient. Il vit des visions intenses, des rêves troublants, frôle ce qu'on pourrait qualifier aujourd'hui de psychose. Mais au lieu de lutter contre ces expériences,
il décide de les explorer. Il documente tout dans son livre rouge, un ouvrage fascinant où il cartographie son propre voyage intérieur. Le résultat, cette plongée dans l'inconscient lui permet de développer certaines des théories les plus influentes de la psychologie moderne. Là où d'autres auraient sombré, il a transformé sa crise en source de sagesse. Autre exemple, Friedrich Nietzsche. Tourmenté par des crises de solitude et d'anxiété, il trouve dans l'écriture une manière d'exorciser ses démons. Il écrit « Ce qui ne me tue pas me rend plus fort ». Et c'est exactement le message que Jung nous transmet à travers le concept d'individuation. L'anxiété n'est pas une faiblesse, elle est une invitation à évoluer. Et vous, quel choix faites-vous? Aujourd'hui, nous avons deux options. Soit nous continuons à lutter contre nos peurs, à les enfouir, à tenter de les faire taire, et elles reviendront, encore et encore, sous des formes toujours plus oppressantes. Soit nous acceptons de nous confronter à nous-mêmes. Ce chemin est difficile, il demande du courage, mais à la fin, il mène à quelque chose d'inestimable, la liberté intérieure. L'individuation n'est pas seulement une théorie abstraite, c'est un appel à cesser de vivre en mode automatique, un appel à arrêter de se définir par ce que la société attend de nous, un appel à devenir enfin nous-mêmes. Alors, êtes-vous prêt à écouter votre propre voix? 5. Réinventer sa relation à l'anxiété. Il y a quelque chose d'étrange avec l'anxiété. On la craint, on la fuit, on la combat, comme si elle était une force extérieure qui nous voulait du mal. Pourtant, que se passe-t-il quand on cesse de la voir comme un ennemi? Imaginez un instant que votre anxiété soit une personne, un visiteur qui frappe à votre porte chaque jour. Mais au lieu de lui ouvrir, vous tentez de l'ignorer. Vous mettez de la musique plus forte, vous vous distrayez, vous essayez de faire comme s'il n'existait pas. Mais il insiste. Il tambourine, il crie, il cherche à se faire entendre. Parce que ce qu'il a à vous dire est important. Et si au lieu de lui claquer la porte au nez, vous l'invitiez à entrer? Jung nous enseigne que l'anxiété n'est pas un hasard, ni une fatalité. Elle est un message. Un signal envoyé par notre inconscient pour nous alerter d'un déséquilibre, d'un conflit intérieur, d'une part de nous-mêmes que nous avons négligée. Mais pour l'entendre, il faut arrêter de la considérer comme une malédiction. Nous devons réinventer notre relation à elle. Faire de l'anxiété une alliée, une nouvelle perspective. Prenons l'exemple d'un explorateur perdu en forêt. Il avance à l'aveugle, sans carte, sans repère. Son corps est tendu, il sent une angoisse monter. Mais cette angoisse n'est pas là pour le paralyser. Elle est là pour l'alerter. Il y a peut-être un danger, un précipice, une menace cachée. S'il l'écoute, s'il comprend ce qu'elle lui dit, alors elle devient son guide. Il en va de même avec notre anxiété. Elle ne cherche pas à nous nuire, mais à nous réveiller.
Conclusion, l'anxiété comme un guide vers soi. Et si, au lieu de voir l'anxiété comme une malédiction, nous commencions à la considérer comme un messager? Un guide intérieur qui nous pousse à nous poser les bonnes questions, à revoir nos choix, à nous reconnecter avec nous-mêmes. C'est peut-être inconfortable, mais c'est aussi une immense opportunité. Car derrière chaque angoisse se cache une vérité que nous avons peur d'affronter. D'ailleurs, les plus grands esprits de l'histoire ont tous connu des crises d'angoisse intenses. Nietzsche, Freud, Jung lui-même, tous ont traversé ces tourments. Mais au lieu de les fuir, ils les ont transformés en sagesse. Jung disait « Ce n'est pas en regardant la lumière que l'on devient lumineux, mais en plongeant dans son obscurité. » Alors, la prochaine fois que l'anxiété frappera à votre porte, aurez-vous le courage de lui ouvrir?